Bonjour à tous, merci d'être là pendant l'heure du repas. Donc l'idée c'est de partager avec vous cette conférence qui va durer entre 30 et 45 minutes avec l'objectif donc et de traiter avec vous la question suivante: comment faire des directeurs de soins des leaders inspirants? L'objectif de la conférence, donc ce qu'on va voir, on va voir plusieurs sujets aujourd'hui. Donc l'objectif de cette conférence, pourquoi ce sujet? À qui s'adresse cette conférence? Qui suis-je? Le contexte et l'impact et les impacts sur la direction des soins, les facteurs qui ont historiquement contribué à cette situation, la solution méthodologique envisageable, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, on reverra point par point la méthodologie de la démarche appréciative, de la facilitation de projets et la plateforme d'outils et méthodes de gestion de projet. Alors, l'objectif de la conférence, c'est de partager avec vous l'opportunité de faire des directeurs de soins, des leaders inspirants, dans un contexte VICA. Alors, VICA comme volatile, incertain, complexe, ambigu. Alors, en construisant d'une part un positionnement stratégique et opérationnel appréciatif, en insufflant un management collaboratif et transversal par la facilitation, en offrant à vos équipes d'encadrement d'autres perspectives d'évolution professionnelle et la possibilité du coup d'élargir leur champ de compétences, en affirmant votre potentiel et talent de directeur de la transformation. Alors, pourquoi ce thème? Eh bien, précisément pour vous aider à relever les grands défis d'aujourd'hui et de demain, pour pouvoir piloter de grands projets de transformation d'envergure et ambitieux, pour faire face à la crise de sens qui touche de plein fouet les structures hospitalières, et bien sûr remobiliser les équipes opérationnelles autour d'un projet porteur de sens pour chacun et pour le collectif que vous représentez. De façon synthétique, comment? Eh bien, par une approche managériale qui fédère, génère de l'engagement et permet de retrouver un climat social sain ou serein. Une intention de transformer vos experts métiers, et en l'occurrence vos cadres supérieurs de santé, en facilitateurs agiles qui capitalisent et préservent l'expérience de chaque projet d'envergure. L'opportunité pour les directions de soins et les directeurs de soins que vous êtes, déjà en mémoire que toute crise constitue une menace, mais aussi une opportunité, que par ailleurs les solutions d'hier ont démontré leurs limites au sein des secteurs d'activité en crise, et quel que soit le secteur d'activité économique. Et comme pour les êtres humains, les crises éprouvent les structures, testent leur résilience et leur capacité à se remettre en question et à évoluer. Il est donc important de regarder le contexte avec un regard différent, de saisir de nouvelles opportunités de grandir, de rompre avec les solutions d'hier qui nous ont conduits là où on en est aujourd'hui, de piloter les changements à venir avec un autre regard et une autre ambition. Alors, cette conférence, elle s'adresse aux coordonnateurs de soins, aux directeurs de soins et aux responsables de soins qui sont confrontés à de forts enjeux stratégiques face à la communauté médicale d'une part et à la communauté des directeurs administratifs d'autre part, tout en ayant pour enjeu de développer la crédibilité professionnelle de leur encadrement supérieur et de proximité, qui ont la nécessité du coup de piloter des changements durables sur plusieurs niveaux de transversalité, au niveau métier, au niveau managérial, dans un contexte d'informatisation, en se préoccupant de la mesure et des indicateurs de pilotage, en ayant aussi le souci de la motivation et du développement du bien-être des équipes, sachant qu'on a la complexité de recrutement que vous
Vous avez comme contexte et la maîtrise des coûts, etc., puisque ce sont des sujets que vous connaissez bien aujourd'hui. Les directeurs de soins ou coordonnateurs de soins qui pressentent que les solutions d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui, qu'il y a nécessité d'évoluer et pourquoi pas de s'éloigner du cadre dans lequel vous avez fonctionné jusqu'à présent. Qui ont des valeurs humanistes, qui savent que la montée en compétences agiles est la clé de l'équation de demain, d'aujourd'hui et de demain, et qui ont confiance à titre professionnel et personnel en leur talent méta-organisationnel. Alors, dans ce contexte, le propos de notre conférence, c'est de vous inspirer de nouvelles solutions qui ont fait leurs preuves au sein de GHT, en particulier Armor, pour vous aider à devenir un pilote de la transformation au sein de ce monde VICA, précisément, vous aider à adopter un positionnement stratégique et opérationnel appréciatif. On va préciser ces points ultérieurement. Vous aider à utiliser la puissance de la facilitation, transformer vos experts métiers en managers capables de piloter des changements durables et de fédérer les équipes métiers. Et que le changement soit porté par toutes vos équipes, à chaque échelon des structures hospitalières, au niveau d'un ou plusieurs établissements, et comme vecteur d'entraînement des autres communautés professionnelles d'un établissement de santé. Alors, qui suis-je ? Alors moi, je n'ai pas fait carrière dans un établissement de santé, même si à la base, je suis infirmière et infirmière anesthésiste. J'ai évolué dans le milieu du conseil à partir de 1993. En tant que consultante en management et en organisation, formatrice en gestion de projet de transformation d'entreprise, coach et mentor certifié, sachant que je connais particulièrement bien les établissements puisque j'œuvre depuis 30 ans sur ce secteur et que j'ai piloté de nombreuses missions d'audit qui m'ont permis de comprendre dans le détail les organisations et les fonctionnements métiers sur l'ensemble des secteurs d'activité d'un établissement, mais je suis aussi intervenue, et j'interviens toujours, sur les champs de la logistique et du transport, sur le champ de l'industrie, le luxe et également le pétrole, juste pour vous donner une idée de la possible aussi analyse comparative que je peux faire avec d'autres secteurs et vous amener l'éclairage de comparaison par rapport à la santé. Je suis issue de grands cabinets de conseil, Bossard Consultant, Capgemini Consulting, Gemini, et j'ai créé ma propre structure en 2006. Et pour information, j'ai appris moi mon métier par compagnonnage, ce qui fait que sur l'ensemble des missions que je pilote depuis cette période, j'ai le souci justement de transférer les outils et méthodes que j'ai moi-même appris et de veiller aussi du coup à développer les compétences professionnelles des uns et des autres à travers le transfert d'outils et de méthodes adaptés à cette activité. Et ces 2 dernières années, j'ai été particulièrement présente sur un projet de mobilisation des équipes hospitalières sur des projets de développement dynamique collaboratif dans un GHT et qui portent précisément sur le volet du changement, le volet de la direction de projet et la facilitation. Mes 2 thèmes de prédilection, c'est précisément du coup le management et les méthodes. Là où les équipes hospitalières amènent leur métier, moi j'amène la méthode et une grille de lecture managériale. Quelques chiffres qui illustrent ma connaissance du secteur hospitalier. Plus de 700 interventions auprès des établissements de santé depuis 1993. Plus de 1800 hospitaliers formés à la gestion de projets de changement à partir de problématiques métiers et accompagnement de direction de CHU dans la définition de leur stratégie ou dans l'accompagnement de transformation à partir de la démarche appréciative. Sachant que pour une partie de ces missions, j'avais le mandat ou de la MEA ou de la NAP en fonction des thèmes qui ont été pilotés. Alors, contexte et histoire et problématique en fait
des directions de soins et du coup les défis stratégiques de la direction des soins. Alors le premier défi, il est d'abord lié au fait qu'on est dans un contexte réglementaire extrêmement exigeant, avec ensuite une financiarisation des établissements de santé qui s'est produite ces 20 dernières années, plus un contexte d'informatisation poussé et d'arrivée de nouvelles technologies dans la prise en charge des patients, mais aussi dans la gestion, sans parler bien évidemment de la qualité qui a introduit un cercle vertueux, mais introduit aussi de fortes contraintes. Ensuite, l'organisation interne, qui, on sait qu'aujourd'hui, enfin, historiquement, de toute façon, l'hôpital est un établissement, une organisation complexe. L'arrivée du GHT a introduit une organisation matricielle, sachant que là, on est en plus dans un contexte de difficulté de recrutement, avec des départs nombreux, des projets qui se sont multipliés en lien avec les évolutions structurelles d'une part, mais aussi les réformes hospitalières, et généralement des projets qui sont de nature un peu particulière parce qu'ils sont pilotés de haut en bas, et justement le lien de bas en haut n'est pas toujours piloté ou n'est pas toujours pris en compte. Un contexte où les orientations de stratégie médicale aussi ont beaucoup évolué, puisqu'on a les nouvelles modalités de prise en charge clinique et thérapeutique. On a le développement de l'ambulatoire qui a été particulièrement soutenu ces dernières années. On a les nouvelles configurations des territoires avec aussi, depuis 2016, avec la création des GHT. Le poids de la ville qui est grandissant, et puis aussi une population de plus en plus exigeante, avec des patients et familles plus éduqués, et qui donc ont des demandes distinctes du passé vis-à-vis des soignants et de la communauté hospitalière. Les méthodes et les outils, alors on a un contexte, justement par analogie ou comparaison avec d'autres secteurs, on est dans un secteur là où on a une faible culture de la méthode, une faible culture de projet. On n'a pas ou peu de capitalisation d'outils. Les projets type ANAP n'ont pas bénéficié au plus grand nombre sur le plan méthodologique, et la vision consolidée ou intégrée des différents projets a rarement été pilotée en tant que telle. Sur un plan opérationnel, du coup, ce contexte a un impact sur le management opérationnel, avec des organisations de soins et une informatisation qui ont transformé les métiers hospitaliers, des projets qui ont parfois dépossédé l'encadrement soignant de ses responsabilités, par exemple avec des projets comme la gestion des lits, un clivage toujours à gérer entre les trois statuts, administratif, soignant et médecin, même si ces dernières années on a vu quand même de vraies évolutions positives, un encadrement soignant qui est parfois resté sur un management affectif, une focalisation sur les plannings plutôt que sur le développement des organisations et la conduite de changement, des cadres paramédicaux qui n'ont pas toujours pu valoriser leur talent à la hauteur de leur valeur sur les projets à fort enjeu, parfois aussi faute de compétences, et c'est pas rare que certains directeurs de soins, mais aussi des directeurs généraux, m'alertent sur le fait que le niveau de l'encadrement paramédical n'est pas toujours suffisant sur le plan de la capacité à piloter des projets de transformation et des projets tout court. Sachant que sur les séminaires, les derniers séminaires que j'ai animés, il y avait une forte demande de formation en gestion de projet, de conduite de changement, qui est toujours plus fort, et ça malgré que depuis 2004, avec l'AMEA et l'ANAP, il y a eu d'énormes projets qui ont été structurés autour de la gestion de projet. Donc, ça pose un certain nombre de questions, cette situation. Quelle place pour la coordination et la direction des soins dans les transformations collectives et individuelles sur les groupements hospitaliers de territoire, mais aussi sur les établissements? Quelle valeur ajoutée promouvoir aujourd'hui en tant que coordination et direction des soins? Est-ce que la mission d'encadrement et d'expertise métier suffit aujourd'hui pour piloter les transformations organisationnelles des établissements et prendre une place à la hauteur des enjeux à venir?
c'est les vrais défis aujourd'hui des directions de soins, sachant qu'il y a des facteurs qui ont largement contribué à cette situation. Déjà, sur un plan organisationnel et culturel, l'établissement de santé n'a pas été habitué à piloter la transformation. On a d'autres structures qui ont choisi d'avoir des directions dédiées au pilotage de la transformation et qui se sont structurées sur ce métier-là. Parfois, on trouve ces organisations dans les CHU ou à la PHP, mais c'est assez rare qu'on ait des équipes dédiées et à temps plein à la transformation des organisations. Et parfois, on est aussi historiquement, on est en présence de projets qui ont été confiés soit à des prestataires externes, soit au directeur informatique qui porte parfois le haut d'organisation dans les établissements de santé. Ensuite, objectivement, on a une complexité des organisations dans les établissements de santé qu'on n'a pas dans tous les secteurs. Hein. Avec, si on repart des équipes, des unités, des services, des pôles, des directions, des établissements des GHT, on voit bien qu'on a déjà plusieurs niveaux à piloter, que ce n'est pas si simple que ça. Que par ailleurs, on a des rationalités distinctes par métier et par statut. Et que précisément, du coup, c'est à prendre en compte, à connaître et à intégrer. Et parce qu'aussi, les projets, en fait, curieusement, ont rarement fait l'objet d'une approche intégrée, au sens où, par exemple, on a les projets d'établissement, on a la stratégie médicale, le projet de soins, mais il est rare d'avoir une intégration complète de ces dimensions et de voir précisément comment cette stratégie globale se décline à la fois concrètement au niveau du pôle, au niveau de l'unité, au niveau des agents et au niveau du coup des compétences nécessaires à mettre en place au niveau des équipes. Et donc du coup, la vision globale et institutionnelle est rarement pilotée. Les outils et méthodes utilisés sur un projet ont rarement été déployés sur d'autres secteurs ou d'autres projets, c'est-à-dire que même vis-à-vis des projets MEA ou ANA, il y a eu un début, une fin assez courte, et en fait, il n'y a pas eu de transfert de connaissances ou de transfert de bonnes pratiques au bénéfice d'un collectif plus large. Et du coup, la cohérence globale entre vision stratégique et vision opérationnelle n'est pas en tout cas suffisamment consolidée d'une part, intégrée et pilotée, à la fois du coup en ayant le souci de concilier le global et le local. Alors, la solution, et j'y vais clairement, c'est de se dire au fond, mais pourquoi les directions de soins ne peuvent pas prendre en main cette ambition, sachant qu'elles ont un potentiel et des talents qui leur sont propres. D'abord, sur un plan organisationnel, et si j'établis une analogie entre le corps humain et l'organisation, eh bien, vous portez la vertu du centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, vous avez un positionnement spécifique qui est lié au fait que vous avez un positionnement hiérarchique sur presque 70% du personnel hospitalier. Donc ça, c'est une donnée qui vous légitime clairement et qui vous pose de droit et de fait sur un grand collectif hospitalier. Ensuite, du coup, vous êtes situé entre la rationalité des directions administratives et la rationalité de la communauté médicale qui se concilient et se réconcilient, mais qui peuvent parfois, dans certains cas, être opposés. Ensuite, vous portez aussi un vrai potentiel, selon moi, pour amener l'énergie du lien, de l'équilibre justement entre ces deux parties, pour parvenir à un management équilibré, tout en faisant bénéficier cette vertu au tout organisationnel. C'est-à-dire que comme vous avez un positionnement privilégié pour bien comprendre les enjeux des uns et des autres, vous avez un positionnement spécifique là qui vous permet et qui vous donne aussi le devoir de le décliner au niveau de vos équipes et aussi avec beaucoup de sens. D'intégrer aussi sur un plan managérial ce qu'on appelle la dimension de la rigueur avec la main droite et la bienveillance avec la main gauche, pour justement introduire le discernement managérial et la posture juste, sachant que
c'est une des grandes dimensions de la fonction de direction de soins, c'est de prendre une posture de leader managérial et de développer le management hélicoptère, puisque vous avez justement le privilège d'avoir cette vision globale du tout et la vision détaillée du métier, du soin, puisque vous en venez. Et vous êtes aussi garant de l'arbre managérial, au sens où, là aussi, j'établis toujours une analogie entre les racines, le tronc, le feuillage. Et si on établit l'analogie avec l'organisation, eh bien, il y a un enjeu, effectivement, à ce que le reporting entre la vision globale et le terrain et le top management puisse être en permanence alimenté, nourri, animé, coordonné et en vie. Avec une vision stratégique qui descend du coup au niveau des équipes, avec l'enjeu d'activer le lien entre le haut et le bas, mais aussi le milieu de l'organisation, donc en l'occurrence l'organisation polaire, grâce à votre levier hiérarchique d'une part, mais vous avez aussi cette vision transversale que vous êtes les seuls à avoir et à disposer dans un établissement de santé. Vous avez aussi du coup à garantir que les préoccupations des équipes terrain remontent bien au niveau central, mais pas uniquement sur un plan affectif, et surtout pas sur un plan affectif, pour introduire justement des éléments de rationalité, tout en ayant justement la capacité à développer aussi et à maintenir vos valeurs humanistes. Et pour mémoire, un arbre en vie et un arbre dans la sève descend et monte. Donc il y a un enjeu là à nourrir le haut, le bas et le milieu pour que justement l'organisation générale soit toujours en vie, tout en étant porteuse de la vision transversale des établissements, des filières médico-soignantes et médico-administratives. Donc vous avez un positionnement privilégié là qui vous pose naturellement sur le champ de l'organisation globale et donc de la transformation globale. Alors, mon petit schéma est un petit peu ambitieux, mais je vais essayer d'être pédagogique dans sa présentation. Alors, là, il s'agit de vous faire une photographie de l'analogie entre l'arbre managérial et l'arbre et l'organisation managériale. Donc, en fait, on a une pyramide organisationnelle dans les établissements. On va démarrer par la vision stratégique avec le GHT. Ah oui, alors on va d'abord aller sur cerveau droit, cerveau gauche, c'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, par analogie au cerveau humain, dans une organisation aussi, on a cette logique de rationalité qui vient plus naturellement des cerveaux droits, cette logique de créativité, d'intelligence émotionnelle qui vient naturellement du cerveau gauche, et tout l'enjeu justement de cet axe managérial, c'est de concilier ces deux polarités pour travailler sur le discernement managérial et veiller justement à prendre en compte bien sûr les exigences de gestion d'un établissement, mais aussi le fait qu'on travaille avec de l'humain, avec de l'intelligence émotionnelle, avec des individus qui ont des sentiments, des émotions et qu'il convient de prendre en compte. Et donc, ça, ensuite, ça va convenir de le piloter, mais aussi de l'intégrer et de le décliner au niveau de chaque niveau structurel, pardon. D'une part, au niveau du GHT, au niveau des directions, au niveau des pôles et des services, des unités et des agents, enfin des agents, pardon, des équipes, sachant que vous, du coup, vous avez l'axialité de l'arbre managérial à préserver et à maintenir et à animer, c'est ce que vous faites au quotidien, tout en ayant aussi l'axe transversal. Et du coup, vous voyez que depuis la coordination des soins, en passant par les établissements, les services, etc., eh bien, c'est cette dynamique de circularité, d'énergie entre le haut et le bas et le haut, le niveau gauche et le niveau droite, qui va être à l'origine d'une impulsion, d'une dynamique positive au sein d'une organisation et qui va être garant justement de la cohérence d'ensemble et puis de s'assurer aussi que le tout est en équilibre.
Donc, la solution, eh bien, ce serait qu'effectivement, dans ce contexte-là et par rapport à ces enjeux, vous, les directions de soins, coordination de soins et responsables de soins, vous puissiez prendre en main cette ambition pour porter la conscience que peu maîtrise, c'est-à-dire que dans un contexte de changement, la loi universelle élémentaire indispensable, c'est d'avoir en tête que tout changement se heurte à une première phase d'immobilisme. Et vous avez été, si je peux me permettre, biberonné aux enseignements de Kubler-Ross, donc la courbe émotionnelle du changement, c'est quelque chose que vous avez en tête. Et donc il y a un enjeu à le décliner au niveau organisationnel, alors que souvent on le conçoit uniquement au niveau de l'individu, alors qu'il y a une analogie complète à établir avec l'organisation. Et pour mémoire, la majorité des individus perçoivent le changement comme une menace ou un effort, alors que c'est toujours la première étape d'un nouvel apprentissage. Vous savez décrypter que les manifestations de la résistance humaine au changement sont une opportunité pour transformer les situations de peur en opportunités fécondes pour les organisations, que les changements vécus avec appréhension peuvent devenir des expériences valorisantes pour chaque acteur. En humanisant ainsi la notion de performance, vous créez en fait les conditions de l'engagement et une confiance forte entre vous et les équipes terrain et le collectif global hospitalier. Vous savez que si beaucoup de projets avortent ou échouent dans une organisation, c'est souvent précisément parce qu'on n'a pas capitalisé le savoir-faire, on ne s'est pas appuyé dessus pour développer de la compétence et du savoir-faire faire. Les retours d'expérience ne bénéficient pas tous au collectif global. Tout ceci dans un contexte où le turnover devient de plus important dans certaines structures et il est bien visible dans les établissements. Donc, c'est une constante à intégrer dans la stratégie de management et qui ne peut pas être une fatalité. C'est donc pour vous, selon nous, une véritable opportunité d'introduire un changement de paradigme au service de vos projets les plus ambitieux, d'acquérir un nouveau positionnement institutionnel, de faire de vos experts métiers des leaders managériaux en développant chez eux le sens de la facilitation, en les amenant à devenir de vrais acteurs pivots entre vous, la direction générale et la vision, en tout cas les porteurs de vision stratégique, vous et les équipes au niveau des actions opérationnelles, sachant que en ayant pris en main ce positionnement, eh bien, vous allez pouvoir piloter le métier de la transformation collective et individuelle, mais fondamentalement dans une approche intégrée. Alors, déjà en partant du métier, pour remonter vers le management, on part du métier pour aller vers le management, ensuite on se préoccupe de la maîtrise des outils et des bonnes pratiques de gestion de projet, de la maîtrise des outils et méthodes, des techniques d'animation et de facilitation, les outils et méthodes de la conduite du changement, sachant que ici, on amène un outil nouveau qui est aussi la démarche appréciative au service justement, pour reprendre une expression favorite d'un PCME avec qui j'ai travaillé, qui disait ça ouvre les chakras, tout simplement parce que je vais vous en parler tout à l'heure, mais ça amène un autre regard sur soi et sur l'autre. Et au lieu de partir sur les traditionnels SWOT, force et faiblesse, on repart simplement des talents des uns et des autres et du potentiel des uns et des autres. Ce qui va permettre de développer de l'intelligence collective. Ça va être vraiment une résultante de tous ces leviers méthodologiques, sachant qu'il est prudent d'avoir un soutien de mentoring ou de coaching qui va être justement transféré au facilitateur. Alors, les bénéfices d'une telle approche: introduire un changement de paradigme au service de vos projets les plus ambitieux, et on l'a déjà évoqué, acquérir un nouveau positionnement institutionnel, pour vous d'une part, en charge de définir une ambition stratégique qui doit être vision de synthèse des projets d'établissement et du PMP et intégrer les 3 dimensions qu'on a évoquées tout à l'heure, stratégique, tactique et opérationnelle, et vos experts métiers qui sont positionnés du coup comme facilitateurs et qui deviennent des leaders managériaux
avec le sens de la facilitation, et qui devient aussi votre bras armé méthodologique entre vous, la direction de l'établissement et la CME, et vos équipes, sachant que vous avez la responsabilité de définir l'ambition et l'intention stratégique, mais le chemin pour l'atteindre, il est construit et co-construit avec l'ensemble de vos équipes. La clé du succès, c'est bien d'intégrer que le pilotage et transformation intègre 3 dimensions essentielles, ce qui est rarement le cas, et ce qui fait que dans les établissements de santé, on est plutôt porteur de projets mécanistes que de projets de transformation. Donc, il faut avoir en tête la gestion de projets de transformation, et ça, c'est un métier. Sans ça, on va manquer de structure, on va manquer de sens, de méthode, de visibilité, de savoir-faire, de finalisation des projets et de mesure des résultats. On va engager beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts sans avoir la mesure des résultats. Des techniques d'animation, et si on ne les a pas, pas d'embarquement des couches successives des équipes et surtout pas de prise en compte de la réalité terrain, alors que le terrain, c'est vraiment toute l'intelligence collective puissante qui est absolument nécessaire à la dynamique de management d'un établissement. Et la conduite du changement, sans ça, on ne prend pas en compte le cycle de l'apprentissage à avoir en tête quand on porte les changements. On risque de maltraiter les équipes, et j'utilise le mot parce que ça fait 30 ans qu'on pilote des réformes dans les établissements de santé et que les projets arrivent et du coup viennent contrôler ou en tout cas amenuiser la créativité des acteurs et leur capacité d'initiative. Et en plus, du coup, on aggrave les risques naturels de résistance au changement, avec bien sûr lenteur à faire, opposition, vous connaissez, hein, on peut aller jusqu'à la grève aussi. Et surtout, on n'aide pas les acteurs à élargir leur champ de conscience et on n'aide pas les gens à développer, à croître personnellement. Donc, avoir en tête les 3 piliers de pilotage de la transfo, l'impulsion du changement grâce au séminaire appréciatif, la gestion et maîtrise des bonnes pratiques de gestion de projet par la facilitation, une boîte à outils qui capitalise 30 années d'expérience. Donc, concrètement, 3 approches. L'approche appréciative. Alors, l'idée, effectivement, c'est de vous aider, vos collaborateurs immédiats, votre mini-équipe de direction, et puis ensuite vos équipes, à se focaliser sur vos réussites pour faire face au changement. Et il s'agit effectivement d'aller retrouver le socle naturel de vos forces qui vous ont conduit les uns et les autres dans le passé à vos succès et sur lesquels vous pouvez vraiment vous appuyer pour piloter les changements à venir. Sachant que dans ce cas-là, la transformation qu'elle engendre est vraiment durable et consensuelle et qu'elle s'appuie sur la réalisation d'entretiens appréciatifs. Les formations, en l'occurrence, c'est une formation à la facilitation, à la direction et gestion de projet de transformation, au coaching méthodologique, au mentoring des équipes et à l'ensemble des outils qui sont nécessaires pour piloter un projet depuis sa phase de cadrage jusqu'au bilan, et une plateforme en ligne qui reprend en fait l'ensemble de ces outils avec les PowerPoint nécessaires à la guidance des ateliers de travail qui seront animés par vos facilitateurs. Alors, l'objectif de l'appréciatif, c'est s'appuyer sur cette démarche pour vous aider à construire votre intention stratégique à 3 ou 5 ans, créer une cohérence forte entre votre vision qui à la fois intègre ce que je vous ai dit tout à l'heure, projet d'établissement, PMP, projet de soins et la vision terrain, fédérer vos équipes et impulser les transformations nécessaires dans votre organisation grâce à leur engagement et à la recherche de l'équilibre entre performance et bienveillance. Donnez à vos équipes la place qui leur est nécessaire en leur permettant de construire le plan de marche pour atteindre votre ambition, qui sera décliné du coup en feuille de route, en plan d'action, avec des acteurs porteurs de ces projets, un séminaire d'une demi-journée avec vous et votre équipe de direction rapprochée, un séminaire d'une journée avec tout votre encadrement, sachant qu'on peut aller de 100 à 1000 personnes dans certains cas.
Le résultat, c'est votre intention stratégique qui est posée et écrite, une vision de synthèse de tous vos projets, le calendrier de mise en œuvre, la désignation des équipes projets responsables de leur pilotage, des équipes fédérées en un minimum de temps et la confiance renouvelée au sein de vos équipes et du coup une nouvelle posture managériale aussi qui s'installe et qui vous permet aussi de découvrir en confiance que certes on peut maîtriser le mode imposition, mais aussi on peut maîtriser le mode facilitation et le mode de négociation avec aisance et facilité et en confiance. La formation des facilitateurs, donc ça c'est l'équipe auprès de vous auquel vous allez pouvoir investir et généralement composée de cadres sup ou de cadres proximité, mais qui du coup auprès de qui on a transféré les outils et les méthodes de gestion de projet, de techniques de management, d'animation et de formation, de gestion des changements, de communication, de facilitation et de reporting aussi. Sachant que la plupart des outils aujourd'hui, notamment coaching, s'appuient sur les découvertes des neurosciences et qui permet aux uns et aux autres aussi d'élargir le champ de conscience, installer et développer la culture de projet de la transformation et avec un collaboratif qui reste un enjeu pour cette équipe de facilitateurs. Concrètement, ces 5 journées de formation qui peuvent s'échelonner soit sur une semaine, soit au contraire en lien avec le rythme de vos projets. Le résultat, c'est transfert d'outils et de méthodes, un collectif de facilitateurs constitué et formé et compétent, et la prise en main des projets et l'autonomie des équipes dans leur capacité à piloter vos changements. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, vos équipes deviennent complètement autonomes sur ce sujet, ont acquis l'ensemble des outils et méthodes qui sont habituellement le fait des consultants externes, alors que là, vous allez pouvoir concilier à la fois le fond et la forme. Le fond parce que c'est votre métier, mais la forme parce que les processus doivent être pilotés et managés. Bien sûr, ça va s'appuyer sur le développement des savoirs, le développement des savoir-faire associés à l'ensemble de ces outils et de ces méthodes, le savoir-faire faire, puisque par convention, vos équipes de facilitateurs deviennent aussi des formateurs, et savoir-être, puisqu'en l'occurrence, on va s'appuyer sur les outils de neurosciences pour travailler le développement de la posture, revoir au passage les outils de management et avoir des acteurs qui ont l'humilité d'être au service d'un collectif global, ce qui est toujours pas si simple que ça. Et vous voyez que du coup, à travers cette formation, eh bien, on va amener les éléments, les outils, les méthodes et la méthodologie pour le faire sur l'ensemble de ces leviers, management, coaching, supervision, planification, conduite de changement, facilitation, reporting, outils d'organisation, médiation, formation, animation, communication. Donc ça, c'est le résultat global de cette formation. Et puis, le dernier levier, c'est effectivement de vous fournir une plateforme d'outils et de méthodes accessible en permanence sur la base d'un abonnement annuel, avec l'idée que vos équipes prennent en main ces outils, en particulier vos facilitateurs, amènent vos équipes vers l'autonomie, vous permettent du coup de réduire vos budgets de formation, vous permet aussi de sauvegarder les savoir-faire acquis en interne avec les outils transférés mais qui peuvent être ajustés à votre réalité concrète et du coup constituer un partenaire privilégié de la transformation. Le résultat, concrètement, c'est un programme 100% en ligne avec du coup une e-plateforme qui référence les outils et les méthodes pour organiser et piloter votre projet, 5 modules de formation et 40 vidéos pour faire monter en compétence vos équipes, les 22 outils de gestion de projet les plus impactants et puis l'ensemble des PowerPoint qui sont les guidances pour animer les ateliers avec le transfert de métier de formateur. Voilà,
sachant que tous ces outils et ces méthodes vous permettent de structurer un projet depuis sa phase de cadrage jusqu'au bilan, en passant par une étape importante qui est vraiment très nouveau dans les expériences que j'ai et que j'ai observées sur les établissements, c'est qu'on transfère toute la méthodologie d'un audit organisationnel ou d'un audit de processus, la construction de bases de données chiffrées, l'animation d'ateliers processus, l'animation d'ateliers clients-fournisseurs internes, la réalisation d'enquêtes internes, enquêtes chiffrées, etc. Tout ceci vient vraiment armer vos équipes. Et ça, c'est vraiment ce qui est puissant dans ce transfert, c'est que ça vous... en fait, vous devenez des consultants internes comme si c'était des prestataires externes, quoi. Et puis avec l'idée qu'un un audit donne lieu à un rapport de synthèse, mais ça s'apprivoise pas, pardon, ça s'apprend. Et il faut rédiger un rapport de synthèse pour soumettre des pistes d'action à son comité de pilotage, c'est aussi un apprentissage. Et puis après, dès que les pistes d'action sont validées ou priorisées, elles donnent lieu à un plan d'action très opérationnel, très concret, armé avec des indicateurs, un calendrier de mise en œuvre et la dynamique ensuite de suivi avec la mesure des résultats, les retours d'expérience qui permettent aussi de mesurer les apprentissages et enfin un bilan, puisqu'à un moment donné, un projet, ça se termine et donc il faut célébrer la fin aussi du projet. Donc, quelques témoignages clients de personnes qui ont vécu ce type de dispositif, soit en tant que mandataire, soit en tant que client directement bénéficiaire. Donc ça, c'est, vous voyez, le chef de projet ANAP qui a accompagné cette mission et qui souligne la valeur ajoutée de mon intervention. Ensuite, témoignage d'un cadre supérieur de santé qui est devenu facilitateur. Et donc, je vous laisse lire. Et puis, un directeur de projet qui a accompagné justement 5 grands projets avec un collectif important au sein d'un GHT. Et puis enfin, un dernier témoignage avec la page suivante, pardon. Avec un cadre supérieur de santé qui a vécu aussi cet accompagnement et qui a découvert un véritable avant-après dans sa compréhension de sa mission, dans sa compréhension de sa posture et dans la connaissance d'elle-même. Voilà, donc si cette logique et cette approche peut vous intéresser, vous avez toujours la possibilité de nous contacter, soit sur le logiciel Calendly, soit en direct par téléphone ou par mail, à l'adresse qui est mentionnée sur cette page. Voilà, eh bien je vous remercie. Et si vous avez des questions et des réponses, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse mail que nous vous avons laissée. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci beaucoup.